Oui, c'est bon là, ça va là. On parle de quoi là maintenant? Là, on parle de Solo, Star Wars Story de Ron Howard, donc ça devrait être très très simple. Hein. C'est quand même pas compliqué, c'est un Star Wars. Hein. On parle de A à B, tu vois. Ça va être vite vu. C'est lequel? Bah, c'est lequel? C'est simple. C'est l'épisode 9. C'est le 9e épisode. Ça se passe. 9e? Non, 7 ans. Oh, mais c'est 14e. Ça se passe avant l'épisode 4. Un nouvel espoir. Ouais, mais ça se passe. Ça se passe mais avant Rogue One ou non, attends. Et bah ça se passe entre les deux. Ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode. Bah non. Non, attends. Non, c'est parce qu'en Solo, c'est quand Han Solo, il est tout jeune. Il est même pas encore Han Solo. Il est tout fou là. Il a même pas encore rencontré Chewbacca. Il a pas pécho la princesse Leia encore. Il a pas pécho le Faucon Millenium. Il a pas pécho Luke Skywalker. Il a pécho personne. Il a encore plus chaud. Il est tout. Je me demande s'il ne pas l'état de petits spermatozoïdes. Enfin donc c'est l'épisode. C'est après l'épisode 3. Ouais. Bah donc voilà, c'est l'épisode. C'est quoi? C'est l'épisode 3. Non, c'est le 4, 5. Non, c'est le 3. Rogue One, c'était le 4. C'est quoi? C'était le Rogue One, c'était le 7. Il y a pas de numéro. Après l'épisode 7 Rogue One. Donc c'était l'épisode 7.5. Non, c'est le 3. C'était un parallèle, tu vois, Non, c'est avant le 3. Non, le 4. C'est après le 3. Le 4, c'est le 4e film dans l'ordre des films qu'ils ont produits? Non, dans l'ordre de tu fais chier, c'est la chronologie là. Non, mais on va faire un schéma, c'est pas compliqué. Donc là, t'as la planète, là, t'as l'univers. C'est incompréhensible. Là, t'as Andorre. Là, t'as Mouftaxis. Là, t'as Zboob 58. C'est une planète de Star Wars. Oui, je l'ai vu dans une version guatémaltèque. D'accord. Donc voilà, Oui, d'accord. Putain, non, mais j'ai loupé plein de films, hein. Je comprends pas. Donc là, normalement, c'est là qu'il devrait être situé l'univers du film. Je viens de faire une triangulation bipolarisée. Donc c'est là qu'il devrait se situer. Donc c'est pas compliqué. Solo, c'est l'épisode. Tony Glandil, van totalement compréhensible par les moins de 45 ans. Mais si, bien sûr que si. Non, donc c'est pas compliqué. Solo, c'est l'épisode 9 ou 3,52. Non, non. Plus rien. Bon, je sais pas. Bon, on va parler d'un truc. Non, on va arrêter là. On va faire un truc plus simple. On va parler d'Alien. Alien, c'est simple. Alien, lequel? Covenant. Celui qui se passe après. Non, attends. Après Aliens. Non. Il joue de la flûte là. C'est les grands mecs là. Il joue de l'ocarina. Oui, c'est ça. Et non, ça, c'est Prometheus. Non, c'était Alien 5. Non, mais ça, c'est Prometheus. C'est avant Covenant. Et après le Alien. Résurrection. Alien. Non mais on va arrêter de parler de ces films-là. Non mais moi, je suis perdu quoi. Ils sont saoulants avec leur temporalité là. On va parler du prochain Danny Boone. Ah oui, celui où il parle le ch'ti après avoir été renversé par une bagnole là. J'ai un petit coup de mou. Un ch'ti coup de mou. Oh putain. Bienvenue dans la Geek Room. Bienvenue dans la Geek Room. C'est trop cette émission maintenant. C'est trop super. Pas pour vous. Voilà, on n'est pas bourré. De quoi on parle cette semaine? Vous l'avez peut-être deviné. De dans le Solo Star Wars Story. Petit sketch d'introduction. Solo Star Wars Story, en effet, réalisé Ron Howard et non plus. Ah bah les deux pauvres tocards, Phil Lord et Chris Miller, réalisateurs de 21 Jump Street, 22 Jump Street. Ça c'était drôle, moi j'ai bien aimé. Ah c'est pourri, c'est tout pourri. L'aventure Lego. Une fois de plus on est raccord comme d'habitude. Et donc qui se sont fait virer comme des malpropres. À 3 semaines de la fin du tournage. Voilà, c'est même pas à 3 semaines du tournage, c'est à 3 semaines de la fin du tournage du film. Donc ils avaient tourné presque 80% des scènes. Donc, manifestement la moitié en impro pur. Par Kathleen Kennedy. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer par Kathleen Kennedy et Lawrence Kasdan, les deux producteurs historiques, propriétaires autoproclamés de la doxa Star Warsienne. Et oui, et d'ailleurs, maintenant qu'ils n'avaient plus du tout d'influence sur le film, on raconte que les repas à la cantine du film étaient majoritairement constitués exclusivement à base de sandwichs. Les gens en avaient ras-le-bol, des sandwichs matin, midi et soir au catering, il y en avait jusque là, quoi. Bon, mais quoi de plus normal, puisque en fait, finalement, c'est normal qu'un film soit nourri avec des sandwichs, un film qui est produit par un gars qui s'appelle Lawrence Kasdan. Spontanéité de la vanne. Bien, on enchaîne. Quels sont les enjeux autour de ce film? Parlons un petit peu géopolitique. On est dans le symbole absolu de la dérive du rachat de Lucasfilm par Disney, qui ont essayé de tout de suite engager des réalisateurs un peu indés, un peu personnels, avec un univers personnel et tout, et à chaque fois ça ont été un peu des catastrophes entre le pauvre Gareth Edwards qui a réalisé le fabuleux Rogue One, mais en même temps il y a un chat dans ce studio qui fout le bordel. Il y a plusieurs chats dans ce studio qui a été
qui a été viré, pareil, de la salle de montage, donc le film a été totalement mutilé, et pourtant c'est en gros le meilleur Star Wars depuis la première trilogie. Il y a aussi Josh Trank, le réalisateur du taré. Ça devait être l'épisode 8. 4 Fantastique, qui s'est fait virer avant même d'avoir tourné l'épisode son 8. Film. Voilà, il y a et qui a été remplacé donc par Rian Johnson. Voilà, il y a J.J. Abrams qui s'est vautré dans le fan film. T'as Rian Johnson qui a commencé à faire n'importe quoi avec, qui a définitivement flingué qui a confondu le dernier Jedi avec un épisode des As, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Et tout ça, quelque part, c'est le symbole de la folie dans laquelle est tombé Disney, et en même temps dans la folie dans laquelle est tombée aussi Kathleen Kennedy et qui n'est pas prêt de s'arrêter, puisque il y a eu des annonces quelques semaines avant le tournage de cette aguiche, avec les deux showrunners de Game of Thrones qui ont aussi récupéré la gestion d'une nouvelle trilogie parallèle en plus de l'officiel, et en plus c'est Rian Johnson qui s'est pris et Rian Johnson lui il continue sur la 4e trilogie qui sera produite après l'épisode 9, qui est réalisé par J.J. Abrams, qui lui est réalisé par J.J. Abrams, qui se passera donc après le 2. Non le 2, quel 2? Le 2 l'Empire contre-attaque, tu veux dire? Ou le 2 non, le 2 non, attends. Non, le 2 de maintenant. Je vais recommencer le petit schéma. Tu fais chier avec ton... Non mais c'est incompréhensible. Producteur, vous pouvez faire une petite coupe là 2 secondes, le temps qu'on... Non mais c'est... Non mais on comprend interlude. Rien. Mais oui, en tout cas c'est le... On est là dans une profusion de nawak, de ouais, et surtout on est collusion, comme dans collision. Comme avec Rogue One, on est dans les spin-offs qui sont un peu des espèces de films dont personne n'a rien à branler. Mais voilà, des espèces de fan-films parallèles. C'est ça, du fan-film avec plein de gros ouf. Enfin voilà quoi, et c'est tu penses vachement c'est une espèce de, quand tu vas voir la bande-annonce, c'est une espèce de western contemporain, enfin western SF qui fait vachement penser à ce que faisait Joss Whedon avec Firefly par exemple. Oui, c'est vrai que ça fait penser à ça. Et donc voilà, et c'est une espèce de serpent de mer, un peu comme le film Standalone avec Obi-Wan Kenobi. Bon, si on va le voir celui-là un jour. Je suis sûr que ce sera avec Ewan McGregor. J'espère que ce sera avec Ewan McGregor. Mais en tout cas, pour Solo, le film a donné lieu à une espèce de casting de fou pour retrouver le bon Solo. T'as eu un peu tous les jeunes premiers, un peu tocards, bellâtres, machin, qui servent à rien, américano-anglais du moment, qui ont été rencontrés par les deux réalisateurs. T'as eu quoi, genre Mike Taylor de Whiplash, Dave Franco, Ansel Elgort, le mec de Baby Driver, Jack Reynolds qu'on a vu dans Free Fire, Scott Eastwood, Logan Lerman qu'on a vu dans Fury, enfin Taron Egerton de Kingsman, et au final c'est comment il s'appelle déjà? J'oublie toujours son nom. Alden Ehrenreich. Excusez-moi, j'étais en train de faire une petite sieste. Il y a son cerveau. Micro-sieste. Pardon, il y a mon cerveau qui s'est éteint. Alden Ehrenreich qu'on a vu dans... Je sors d'une crève monumentale, pardon, je fais une petite parenthèse. Vas-y, tu nous annonces. Alors, c'était quoi je suis en convalescence, c'était une angine rouge. Une angine rouge. Et je suis encore sous cortisone, je tiens à le dire. Donc voilà, musique. Un petit peu. Musique. Quoi, musique? Pas du tout. Bah non, c'est la vérité. Mais vous n'avez pas de cœur. C'est ça votre problème. Il y a plus de compassion, plus de cœur. On fait plus attention à l'autre. Est-ce qu'il se sent bien, pas bien? Est-ce que c'est la dernière fois qu'on se voit? Il n'y a rien de pire qu'une angine normale. Ça, c'était vraiment... Bon, alors reprenons puisque... voilà, donc c'est Alden Ehrenreich qu'on a vu dans El Caesar des brothers Cohen, Tetro de Coppola, Blue Jasmine et Stoker, qui joue Han Solo avec son magnifique brushing. Et manifestement, ça a été un petit peu un problème sur le plateau. Parce qu'il y a eu des énormes rumeurs comme quoi les gens avaient un petit problème sur son jeu, et ils ont fait même carrément venir, ils lui ont fait même donné des cours de tout ça est encore au stade quand même des grosses rumeurs, on sait pas. C'est assez flippant quoi. Info ou intox, tout ça on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va peut-être lancer la bande-annonce pour ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Allons-y. Voilà, donc on est dans un truc. Là, on allume le moteur. Gardien de la Galaxie, 70s, à fond les ballons. Ça, presque un petit côté American Graffiti. Mais ouais, grave. Et là, donc je me suis arrêté sur l'héroïne, le personnage féminin du film, qui est joué par Emilia Clarke. Ah bah oui. L'icône de Game of Thrones. De Game of Thrones. Miss Khaleesi, reine des mers des dragons. Et oui, donc on est, enfin, une imagerie qui est ultra 70s quoi. Ouais.
et en même temps à la fois qui a fait vachement penser quelque part un peu à Rogue One de oui, Gareth alors Edwards. je trouve que le traitement de l'image va vachement chasser sur certains plans Complètement, ouais. sur ce qu'a fait Gareth Edwards pour Rogue One. Ouais, tu vois, une sorte de traitement graphique Ouais, un truc pseudo-réaliste. un peu, Donc là, on est dans le Faucon Millennium. Très sharp. Genre, c'est, tu sais même, en fait, tu te poses des questions. L'origine story, Woody Harrelson. on l'a loupé là, on va revenir dessus. On revient en arrière. Voilà, Woody Harrelson qui fait un peu le mentor de Han Solo. En fait, tout le principe du film de Han Solo, ce serait un espèce de film de braquage en fait. Donc ils doivent braquer quelque chose, voler quelque chose. Ouais, en fait, c'est toute l'idée du film, c'est comment Han Solo est devenu le plus grand Connard de la galaxie. et le contrebandier, connard, cynique, machin. Ah ouais, c'est quand même de la galaxie. Comment Disney va assumer ça, quoi, finalement, tu vois. Bah en fait, comme tous ces personnages, c'est un peu le même problème que Rogue One, c'est que tu vois une galerie de personnages qui n'existent pas dans la première trilogie, donc en fait tu dis mais putain, en fait ils vont peut-être tous mourir dans le film parce que donc en fait le film c'est vraiment ça a été présenté comme un film de braquage, et d'ailleurs Lawrence Kasdan a cité Hit de Michael Mann comme une espèce de référence dans son scénar. C'est quand même très improbable. Ouais, et surtout quand tu vois que le mec pige pas trop la logique thématique. était tellement dégoûté que de ce qu'ont fait les deux, Phil Lord et Chris Miller, qui les a virés parce que les deux étaient partis dans une direction complètement différente. Pas vraiment Hit, oui. Ouais, et donc voilà. Danny Glover. Ah oui, on a loupé la meuf badass et qui renforce encore plus le côté 70s, limite blaxploitation, coupe afro. Ouais. C'est Sandy Newton. Ouais, alors qui c'est cette actrice, Sandy Newton, dites donc? Je connais pas, moi. Comment ça, tu connais pas Sandy Newton? Ah, Tandy Newton. Ah, tu prononces Sandy Newton. Bah oui, ça se prononce comme ça. Ah oui, moi j'ai toujours dit Tandy Newton. Et puis alors je l'avais pas du tout reconnu. Oui, c'est Sandy Newton. Incroyable. Non, mais Et donc elle fait une des... Je croyais que tu disais Sandy, genre S-A-N-D-Y, tu vois. Je croyais que c'était une autre actrice. J'ai dit Sandy. Non, t'as dit Sandy, t'as pas dit Sandy. Non. Je Sandy. sais reconnaître. Non, j'ai fait plusieurs années d'études à mais... le Berkshire Oxford International English of Institute, et je sais reconnaître un Sandy d'un Sandy. Alors que Tandy, tu vois, par exemple, Tandy, je dis Tandy. Je dis Tandy, bah oui, ouais, Tandy. Bien sûr, le pays de Tandy, quoi. Oh, pas mal. Générique. Donc voilà, donc super. Et accessoirement, un des autres membres du gang serait Paul Bettany, qu'on ne voit absolument pas dans l'abondance. Et donc voilà, il y a un côté totalement 70s, exploit à mort. Chewbacca, il est là où? C'est trop cool. Mais c'est qui ça? Alors, c'est le robot Android L628. Non, L337. Ah oui, c'est vrai, j'ai confondu avec celui Parce qu'on n'a pas du tout eu des problèmes techniques. Non, aucun. On n'en a jamais dans cette émission. Pas. Alors, mais jamais. À quoi il sert L338? 37. Ah, je sais pas, mais en tout cas, pour la première fois dans l'univers Star Wars, c'est joué par une femme. Ah, avancée féministe. Capitale. Alors là, ça n'engage que toi. C'est joué par l'actrice qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge. Alors, qui est cette sympathique inconnue? On a vu dans Broadchurch. Très bien. Voilà, manifestement, ce serait l'élément comique, le sidekick comique du film. Oui, voilà, un peu comme R2D2, 6PO. Sauf qu'elle parle vraiment avec une voix, enfin, pas un langage débile, quoi, de la R2D2, quoi. Oui, elle parle comme l'autre Android aussi de Rogue One, ouais. Qui était censé être le comic relief. Oh, le comic relief de Rogue One. Très bien. Alors, on a autre chose à dire sur cette boîte de conserve ou on passe à la suite? Ah, on peut enchaîner. Allez, on enchaîne. Ah, super, on est trop cool. Voilà, toujours dans l'espèce de trip. C'est la cantina de service. Disco 70s, western spaghetti, machin bidule. Je me demande s'ils n'ont pas réutilisé le même chef-op que sur, je crois pas, mais que sur Rogue One, tellement l'image, la patte graphique est similaire. Ouais. Moi, ça me fait aussi penser un peu à ce que faisait genre Cowboy Bebop de Watanabe, le mangaka japonais, le réalisateur d'anime. J'y crois pas, moi, je suis sûr que le film va faire le job, mais quand je vois la tronche là derrière Rash machin. Moi, j'y crois pas, effectivement, lui. Rachani. Non, ben non. J'arrive pas. Donc non, j'y crois pas des masses. Mais moi non plus, moi, c'est une cata, c'est la cata, cette bande-annonce, c'est juste un prototype pré Han Solo, pré Harrison Ford dans Han Solo. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à arrêter le truc là, voilà, c'est bon. Bon, on a déjà mentionné en début d'émission tous les gros problèmes de
productions qui ont émaillé ce film. Hein, et même toute la franchise Star Wars, voilà. qui va dans un sorte de maelstrom de psychodrame et de n'importe quoi, et qui devient complètement hypertrophié en éclatant un peu partout. C'est d'élite, ça va être de pire en mais pire. nous, on n'est plus dans le jeu maintenant, en fait. C'est plus pour nous, c'est terminé. Mais non, ce qui est en train d'être fait. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas pour nous. Ils sont en train de pour l'instant, mais bientôt plus. On est en plein. Oui, nous sommes en phase de détachement affectif avec cette saga à cause de la profusion du nombre qui banalise la marque à nos yeux, à nous, mais qui va pas la banaliser aux yeux des jeunes générations, qui ne va pas la banaliser aux yeux des jeunes générations qui, elles, n'auront connu que cette profusion de Star Wars. Ils auront connu que la merde de Star Wars. Non, ils n'auront connu que l'aspect profusion de Star Wars. Donc pour eux, ça va être normal et ça va être leur nouveau mythe. Ah non, je suis pas d'accord. Alors je suis absolument pas d'accord. C'est là pour moi, c'est là où Disney se plante. C'est ce que Disney essaye de faire. C'est ça que je dis pas qu'ils vont réussir à trouver une nouvelle vision, alors que en tout cas, c'est leur stratégie. Les seuls vrais purs fans, un terminal, enfin je sais pas, indéfectible de Star Wars, c'est les mecs de notre génération. C'est pas les jeunes, franchement. Non mais j'entends bien, mais pas ceux qui ont vu le 7 ou le 8, c'est de la merde quoi. Non mais c'est une fille en même temps qu'on nous montre là hors champ, donc non, c'est plus un univers masculin. Mais non, j'ai rien dit. Non, la cible de Star Wars est encore majoritairement masculine. Je suis désolé. C'est pas vrai. Si. Bah non, c'est pas vrai. Si, encore. Elle est en train de se féminiser, mais globalement, je pense que si tu fais une étude marketing sérieuse sur la composition du public de Star Wars, t'es encore majoritairement dans un public, dans un univers de mecs plus que de nanas, même si. En effet, ça se féminise. Si tu fais ça, tu fais plutôt ça, tu fais plutôt non. Non, pas du tout. Non, je suis parfaitement sérieux. Tu n'as rien pour prouver ce que tu avances. Bah, si, que j'ai tort. Toi non plus. Je sais pas, le personnage principal de la nouvelle trilogie, c'est une femme, c'est Rey. Oui. Les personnages féminins dans pour Solo, rattraper le retard. ils sont hyper importants. C'est vrai. Si on est dans une féminisation complètement volontaire de la saga Star Wars. On est dans un début de féminisation. Bien, mais le problème étant pas là du tout. Féminisation à l'écran, mais pas féminisation encore massive du public. Franchement, je ne pense pas. Mais bon, c'est vrai que tu vois absolument pas d'où tu peux sortir que c'est pas fait, le public de Star Wars n'est pas du tout féminin. Justement, c'est depuis le début, tu plaisantes. Ah, c'est pas vrai. Dans le premier, un des premiers grands personnages badass de l'histoire du cinéma fantastique, du cinéma d'exploit, c'est la princesse Leia dans le premier, quoi. Bon, alors je t'explique. La raison pour laquelle, pardon, non mais attention, il y a des conneries de laisse parler. Non, la raison pour laquelle. Le producteur qui lève le doigt. Attends, je finis juste. La raison pour laquelle Disney a racheté l'univers Star Wars, tout comme Disney a racheté l'univers Marvel, c'est pour aller sur le terrain des garçons. Ok, c'est pour aller chasser sur un plan marketing et au niveau des parcs d'attractions sur le public des garçons, parce que jusqu'ici Disney pendant des années a été principalement ciblé les petites filles et les jeunes filles. Et Star Wars, je suis désolé, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, Yann. Non mais là, excuse-moi, mais tu dis n'importe quoi. C'est pas parce que la princesse Leia est effectivement incontestablement un personnage féminin très fort et en avance sur son temps que globalement, je parle de la première trilogie et même de la deuxième trilogie, la trilogie de Lucas. Ces deux trilogies-là, je suis désolé, leur public, il est majoritairement masculin. Ouais, il y a un début de féminisation avec la dernière trilogie. Par contre, je suis pas du tout d'accord sur le côté Disney, le public de Disney, il est entièrement féminin. C'est n'importe quoi de dire ça. Entièrement, mais majoritairement féminin. Absolument pas d'accord. Ah ben non. Écoute, si tu veux, tu vas aller voir, j'en sais rien moi, n'importe quel responsable marketing qui connaît les études de marché qui sont faites au niveau Disney. Les parcs sont plus axés sur les petites filles avec tous les trucs princesses que les garçons. Depuis le rachat depuis la fusion avec Pixar, non mais je suis pas d'accord, mais même ils ont toujours essayé. Non, c'est depuis toujours. Ah non, je suis absolument Disney entièrement féminin, mais on n'a pas dit entièrement. Non mais caricature pas ce qu'on dit. Ah bah si, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit quoi. Majoritairement. Mais si, mais enfin. Je dis majoritairement, je dis en tendance, en cible. Ah non, j'ai fait. En cible, ça veut pas dire zéro garçon. Ah, je suis pas. Ça veut dire davantage cible les filles que les garçons. Perso, je suis pas d'accord du tout. Et touchant davantage les petites filles que les petits garçons. La parade de Disney, c'est les princesses. Non. Mais non. Principalement. Non. Non mais attendez, là vous avez. Non. On va pas dans les mêmes parcs. Pardon. Non. Il y a tous les méchants, il y a tout. Ah non. Non mais pardon, mais j'ai déjà. Toy Story c'était avant que c'était Pixar, c'était indépendant avant qu'ils rachètent. Mais non, mais c'est pas vrai. Il y a plein de dessins animés Disney qui sont pas. Lis les analyses. On n'a pas dit qu'il y avait que pour les filles, mais l'univers marketing Disney, est axé plus sur les princesses. Et tu vas dans une boutique de Disneyland,
tu as 80% des trucs qui sont des trucs de princesse. Non, puis même, toutes les analyses, tous les commentaires, des analyses des publications spécialisées dans le marketing et dans les trades américains qui ont expliqué les raisons de la stratégie Disney pour acheter Marvel, puis Lucasfilm, ont fait la même analyse. C'était parce que jusqu'ici, Disney avait il y avait un déséquilibre dans le ciblage de la clientèle Disney entre les sexes, et qu'il y avait un ciblage qui était majoritairement sur les filles et moins sur les garçons. Et que Disney avait aussi envie d'attirer les jeunes garçons. Je trouve ça bizarre. Moi, perso, c'est pas bizarre du tout. Ah si, on peut voir un peu tout ce qu'a pu sortir Disney. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je partage pas du tout cette analyse. Les films à base de princesses, tu vois, enfin, je sais pas. Il y a pas que des putains, mais c'est super violent de résumer Disney aux princesses dans les films. Il y a pas des princesses dans tous les films Disney, quoi. Bah, il y en a quand même beaucoup, quoi. Non. Mulan, Pocahontas, c'est pas des princesses. Mais ça, enfin, c'est des héroïnes. Des héroïnes. C'est des femmes. C'est des. Donc, mais ce sont pas. Mais ce sont elles qui sont en haut de l'affiche. L'identification. C'est pas parce que les personnages principaux sont féminins que le public doit forcément être féminin à cause de ça. C'est super bizarre de dire ça, quoi. Pardon, mais si. Justement, c'est en train de changer, mais. Moi, c'est pas un jugement de valeur. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je m'en fous. Je dis que c'est la vérité, c'est ça. C'est que l'histoire des longs métrages d'animation Disney, c'est quand même. Le résumé, il y a pas que ça. Disney aux filles, c'est un peu un problème. Mais on est en train de s'éparpiller là, il faut noter là. C'est pas un problème du tout. C'est comme ça. Et encore une fois, la raison de l'acquisition de Marvel par Disney. C'est pas les dollars. C'est pour les gars. Pas des dollars. Je te parle d'un ciblage. C'est pas les dollars. Mais ça va de pair. Pour choper les dollars des gars. Oui, c'est pas juste les dollars sur des filles. C'est les dollars. Les gars s'en foutent, quoi. Amuse-toi au montage avec ça. On va noter. Ouais, notons. On va noter avec... Donc, voilà. Donc, combien tu mets de Chewbacca? Je vais en mettre 1. Oh, généreux. Oh non, c'est méchant. Je te mets très moins. Le producteur met très moins. Moi, j'y crois pas du tout, mais bon, j'irai quand même le voir parce que ça devient une espèce d'habitude d'aller voir les Star Wars, quoi. Je noterais 2 Chewbacca sur 5, oui, 2. Oui, 2. Allez. Oui, mais non, mais parce qu'il y a quelques images qui sont quand même assez clean, parce qu'on a envie d'y croire, parce que j'aime bien Donald Glover quand même en Lando Calrissian. Et moi, on a envie de voir ce que ça va donner. Surtout, tu veux avoir accès aux avant-premières. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, bon bah à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Et la grande question aussi, c'est est-ce qu'on va voir Jabba le Hutt, est-ce qu'on va voir Boba Fett, est-ce qu'on va voir Greedo, est-ce qu'on va voir tous les personnages qui tournent autour de Han Solo dans la première trilogie, ils vont nous injecter, et qu'on voit pas, mais qu'on voit pas dans la bande-annonce, c'est la grande question, quoi. Et Luke. Ah non, on le verra pas, trop jeune. Ouais, trop jeune. Mais ouais, ça se passe largement avant. Mais après, t'auras peut-être un petit clin d'œil à la con, on va savoir. Mais forcément, tu vas voir Jabba. Ou un Ben Kenobi, une allusion à Kenobi quelque part, tu vois, soit dans le dialogue, soit dans. Enfin, Est-ce qu'on va voir Dark Vador? Enfin, tu vois. Mais le truc, c'est que leur intention est de finalement constituer notre argent. Oui, et de constituer un immense univers. Et ça marche. Et de combler les trous du passé, du présent, du futur, et de faire un truc à la Tolkien, quoi. Voilà, je repense à ça, quoi, de faire un truc à la Terre du Milieu, mais version Star Wars. Voilà. Voilà. Donc on est en plein l'épisode 3 ou 3,57 3.25. Voilà, bon, on ira le voir tous comme d'habitude évidemment. Donc ça veut dire que si ça c'est le donc on part cet épisode est entre le 3 et le 3,5 qui est Rogue One. Voilà, exactement. Bon, bah c'est l'heure de 3,25. S'il y a un standalone Obi-Wan Kenobi, où est-ce qu'il va être? Ah bah ça sera le Ça va être le 3,75, le 3,1. Ou le 0,2. C'est bientôt les films de Star Wars, t'auras un vieux mec qui va les pousser sur un chariot comme ça pour les mettre dans les rayons libres. Comme la fin, Star Wars, comme la fin d'Indiana Jones. Tout au fond d'un entrepôt. L'entrepôt, il y a 350 000 films. C'est bien désolant. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et désormais, nous allons, pour conclure cette émission, jouer au Ni Bit Ni Couille. Quoi? Non. Je sais pas, non. Non. Non, mais je suis malade. Ça va? Je vous ai parlé de mon origine rouge. Non, mais t'auras coupé avant, ton origine mordorée, là, il faut faire un truc, là. Parce que ça te complètement. C'est quel C'est quel l'épisode côté absurde de ton origine, là? C'est quoi, là? C'est l'épisode 4.2 de ma déchéance totale. Voilà.